Nous allons maintenant parler des structures de données. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre et bien utiliser. Qu'est-ce que sont les structures de données? Les structures de données permettent de gérer un grand nombre d'informations dans notre programme. Elles permettent ainsi, ces structures de données, de gérer des données de manière efficace, en les stockant, en les gérant, en les manipulant d'une bonne façon. Et c'est très important car lorsque notre programme devient de plus en plus complexe et que nous avons beaucoup d'informations à gérer dans celui-ci, il nous faut des structures de données, pour gérer les choses de la meilleure façon. Les structures de données englobent plusieurs choses. Et dans ces vidéos, nous allons juste parler des listes et des tuples. La prochaine vidéo, nous verrons d'autres éléments en rapport avec les structures de données. Nous allons commencer par les listes. Si vous venez d'un autre langage de programmation que celui de Python, par exemple si vous êtes habitué à utiliser JavaScript ou le PHP, sachez que les listes, c'est identique au tableau. Sauf qu'en Python, on n'appelle pas ça des tableaux, on appelle ça des listes. Les listes permettent d'enregistrer dans une variable différentes données qui auront différents types également si on le souhaite. Et nous allons tout de suite créer une liste. Alors par exemple, on va utiliser la variable nom avec un S. Dans cette variable, on va y mettre une liste de noms. Pour créer une liste, il faut utiliser deux crochets, donc ouvrante et fermante. Et à l'intérieur, on y met les différentes informations que l'on souhaite pour notre liste. Par exemple, on va mettre Bob, ensuite une virgule, on y met Luc, une virgule, Max, une autre virgule, Kim. Nous avons maintenant une liste de noms. Bob, Luc, Max, Kim. Toutes ces informations ont le même type chaîne de caractères ou string en anglais. On le voit car il y a ici des guillemets. On sépare les différentes informations d'une liste grâce à une virgule, comme vous pouvez le constater ici. On sauvegarde. Que se passe-t-il si j'utilise la fonction print et qu'à l'intérieur j'y mette la variable nom? On va tout de suite vérifier en lançant notre programme. N'oubliez pas de sauvegarder votre code, ce que vous avez mis, et on voit bien que la liste apparaît avec toutes les informations à l'intérieur. Mais maintenant, on pourrait se poser la question suivante. Comment est-ce que je fais pour récupérer juste une information de cette liste? C'est souvent le cas lorsqu'on code, on a juste besoin d'une information. Eh bien, regardez, c'est très simple. Il suffit d'insérer donc la variable nom, dans notre cas. À côté, on y met ce qu'il y a ici, ce sont des crochets, et ensuite on y met un index, par exemple le 1. On sauvegarde, on lance notre programme, et qu'est-ce qui se passe? On voit ici Luc. Ok, Luc avec l'index 1. Donc Luc, il est là, en deuxième position. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis 1 et pas 2? Eh bien, c'est très simple. Dans Python et dans d'autres langages de programmation, et c'est le cas notamment dans les tableaux de JavaScript ou de PHP pour information, le tableau ne commence pas avec le numéro 1 ou à l'index 1, mais il commence à l'index 0. Donc Bob est à l'index 0 ou position 0, Luc position 1 ou index 1, Max 2 et Kim 3. On va d'ailleurs le vérifier. Si je mets un 0 ici, normalement, c'est Bob qui va apparaître dans notre terminal. Et c'est le cas. On voit ici Bob. Kim, donc 0, 1, 2, 3. OK, 3. Je sauvegarde, je lance le programme, on voit bien Kim. Si je mets 5, que va-t-il se passer? Hop. Eh bien là, on me dit, non, il y a un problème. À l'index 5, il n'y a absolument rien, puisqu'il n'y a que 4 index de 0
à 3. Donc 5, ça n'existe pas. Et c'est ce qu'il nous le dit. Donc voilà, ça fonctionne bien. On peut mettre 0 par exemple et sauvegarder. Si je souhaite changer une information dans mon tableau, comment je fais? Eh bien, c'est très simple. C'est le même principe que pour les afficher. On utilise la variable de la liste, on y met les crochets, et par exemple, à la place de Luc, je veux mettre Zoé. Donc, à quel index est Luc? 0, 1. Ok, il est à l'index 1. Je mets un égal, car je veux modifier cet index, le contenu de cet index, et je mets Zoé, par exemple. Je sauvegarde. Maintenant, je vais faire un print de nom pour vérifier le contenu bien, de cette liste. Je lance le programme et on voit bien que Luc a bien été remplacé par Zoé. Donc ça fonctionne bien. Rappelez-vous, pour changer le contenu d'un tableau, il suffit d'utiliser l'index entre crochets, égal, et ensuite on met voilà l'information à changer. Nous allons maintenant utiliser une boucle dans notre variable nom qui est une liste. On a déjà utilisé les boucles, on sait à quoi ça sert, ça permet de répéter une instruction. Et on a utilisé une boucle particulière. Mais maintenant, on va utiliser une autre boucle très pratique pour les listes. Voyons cela ensemble. Nous allons utiliser une boucle qui s'appelle for. OK? Voyons ensemble comment cette boucle fonctionne. Je vais mettre par exemple le nom d'une variable juste à côté. Ensuite, je vais utiliser le mot-clé in, ou dans en anglais. Dans, D-A-N-S. Ensuite, je vais mettre la variable de ma liste. OK. Alors, j'ai oublié quelque chose, il faut que je mette 2 points. J'appuie sur Entrée, automatiquement mon éditeur de code fait une tabulation, car tout ce qu'il y a à l'intérieur ou dans la tabulation correspond à ce que la boucle fera. Qu'est-ce que la boucle va répéter ou va boucler? Et ce que je vais faire tout simplement, je vais faire un print d'ici de nom, voilà, de cette variable qu'on a créée. Ne confondez pas nom avec un S, qui est donc la liste, et nom sans S, qui est tout simplement une variable que l'on a créée juste après for. Et on va voir ensemble à quoi correspond cette variable. Je sauvegarde, je vais supprimer ça. Je sauvegarde encore et je vais lancer le programme. Et on va comprendre comment fonctionne cette boucle, la boucle for, dans les listes. Ok, que voyons-nous? On voit Bob, Luc, Max et Kim. Bon, c'est différent de ce que nous connaissions avant. Regardez, si je fais un print de nom directement, ça sera le même résultat mais un peu différent. Donc là, je lance. On voit le résultat du premier print, où on voit la liste avec les crochets, mais là, voilà, c'est une information par ligne, il n'y a pas de crochet, il y a rien en fait, pas de virgule, rien. Alors pourquoi? Cette boucle for est très simple à comprendre et très pratique, notamment lorsqu'on utilise des listes. Donc on comprend le principe. Ici, on met une variable ou une liste. Voilà, donc là, la variable, elle contient une liste, donc tout va bien. Et ensuite, ici, on met le nom d'une variable, peu importe laquelle, c'est quelque chose que l'on crée. OK? Et que va faire la boucle for? Eh bien, elle va boucler dans la liste. Elle va d'abord récupérer la première donnée qu'elle mettra dans nom. Donc ici, c'est Bob. Et après, elle va afficher le nom, ou la variable nom, qui correspond à Bob. Ensuite, hop, elle fait une boucle, elle repart, et elle va afficher le deuxième nom de l'index 1, Luc, ok, et elle affiche ici Luc. Elle refait une boucle, ok, elle récupère le troisième nom, donc index 2, elle l'affiche, ok, elle fait pareil pour Kim, et ensuite, automatiquement, elle sait quand est-ce que la liste termine, et elle arrête. C'est ce qu'on voit ici, hein, Bob, Luc, Max, Kim. Donc retenez bien comment fonctionne cette boucle for. On met ici une liste ou une variable qui contient une liste.
et ici on crée une variable qui va récupérer toutes les informations, chacune leur tour, les informations qu'il y a dans cette liste. Et ici on peut mettre ce qu'on veut, hein. Si je mets TTT, TTT aussi, hop, bah ça fonctionne bien, vous voyez, il y a bien nos noms. Mais je mets nom sans S, et en général c'est ce qu'on fait, hein. On met une variable sans S pour que ce soit plus clair. Et lorsqu'il y a une liste, on met une variable avec un S. C'est plus simple à comprendre. Et là, ça fonctionne toujours, hein. Voilà. Maintenant, nous allons utiliser des fonctions ou des méthodes pratiques qui nous permettront eh bien, de connaître des informations concernant eh bien, notre liste, ou également voilà, de manipuler cette liste. Voyons cela ensemble. Nous allons commencer par faire la chose suivante. On va découvrir la taille de notre liste. Donc j'efface la boucle, j'efface ça aussi, et je vais créer une variable taille égale, et je vais utiliser une fonction len, et je vais mettre nom, la variable avec la liste. Et ensuite, je vais faire un print de taille. Et on va découvrir eh bien, le contenu de la variable taille. OK? Alors, on nous dit 4. Effectivement, 1, 2, 3, 4. Nom est une liste qui a comme taille 4, car il y a 4 informations à l'intérieur. Ne confondez pas la taille et les index, ou l'index. On a bien dit tout à l'heure que le premier index c'est 0, donc ça fait 0, 1, 2, 3. Donc le dernier index c'est 3. Mais la taille du tableau est bien de 4, car il y a 4 éléments. Maintenant, nous allons découvrir comment supprimer une information de notre tableau. Ici, c'était une fonction. Vous voyez, pour supprimer le contenu d'un tableau, nous allons utiliser une méthode. Donc une méthode est rattachée à une variable. Ici, la fonction n'est pas rattachée à la variable. Vous voyez, puisque le nom de la fonction est avant la variable. Et ensuite, on met la variable en paramètre dans la fonction. Mais la méthode, ça fonctionne un petit peu différemment. Donc, on va supprimer l'index 1, 0, 1. Donc, on va supprimer Luc. Je vais créer eh bien, une autre variable, non modifié, égale. Je mets le nom de ma variable nom, puis un point, puisque c'est une méthode, donc qui est rattachée à une variable. Et je vais utiliser cette méthode pop. OK? Donc ça fonctionne comme une fonction. Voilà, les méthodes fonctionnent comme une fonction, sauf qu'elles sont attachées à une variable, comme on l'a dit, c'est pour ça qu'on a un point. Et à l'intérieur, je mets l'index à supprimer. Je sauvegarde, et maintenant, pour bien comprendre, je vais afficher la variable nom, et ensuite, je vais afficher la variable non modifiée. Et je vais lancer mon programme. On va donc supprimer Luc. OK. Pour cela, on va utiliser une méthode. Donc une méthode fonctionne différemment qu'une fonction, puisqu'une méthode va modifier, entre autres choses, une variable, puisqu'elle est attachée à une variable. Voilà, c'est la seule différence principale, sinon ça fonctionne à peu près pareil. Donc on va créer une variable que je vais nommer autre. On verra ce qu'elle contiendra plus tard. Ensuite, je vais utiliser la méthode, alors pas la méthode, mais plutôt la variable nom. Et ensuite, je vais utiliser la méthode pop. Pour utiliser une méthode, il faut utiliser un point. Pop permet de supprimer une information d'une liste. On insère l'index. Donc nous, c'est Luc 0, 1, c'est l'index 1. Je sauvegarde et je vais afficher le contenu de la variable après la méthode. Hop, voilà. Et là, on voit bien que Luc a été supprimé. Donc la méthode pop fonctionne bien. Elle a modifié le tableau nom, la liste nom, ou la variable nom qui contient une liste, en supprimant Luc. Et ici, on voit que ça a bien fonctionné. Maintenant, on pourrait se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'il y a dans autre, dans cette variable? On va vérifier ça tout de suite. On sauvegarde.
Et on voit Luc. En fait, dans Autre, il y a la variable qui a été supprimée. Donc la méthode pop modifie nom en supprimant une information par rapport à l'index, et en même temps, elle va renvoyer dans une variable, mais ce n'est pas obligatoire. Mais s'il y a une variable juste à côté, à gauche, elle va renvoyer la variable non, mais l'information qui a été supprimée. On continue et on va découvrir d'autres méthodes intéressantes pour les listes. Avant, nous allons un petit peu nettoyer notre code, et on va toujours travailler dans la liste nom. Commençons par la première méthode, qui permet d'ajouter un élément à la fin. Donc si je fais non point, donc non point parce que c'est une méthode, elle va modifier une variable, elle est, euh, elle est liée à une variable, donc j'utilise la méthode append, et ça va ajouter quelque chose. Par exemple, si je mets rex, que je sauvegarde, je fais un print de nom, on voit bien rex à la fin, notre tableau ou notre liste a été modifié. On va maintenant ajouter un élément quelque part dans notre tableau, pas forcément à la fin. Donc je vais supprimer ici, et je vais utiliser la méthode insert. Je mets un index, par exemple 2, et ce qu'il faut modifier, ou ce qu'il faut insérer. OK, je sauvegarde, et on voit bien que rex a été inséré à la position 2, à l'index 2, 0, 1, 2. Vous voyez? Donc ça fonctionne bien. Bien entendu, on peut adapter et mettre un autre index. Par exemple, si je mets 3, voilà, rex est dans l'index 3, 0, 1, 2 et 3. Très bien. Nous allons supprimer un élément de notre tableau. Alors on l'a déjà fait, très simplement, avec la méthode pop. Pour utiliser la méthode pop, il faut connaître l'index. Mais on va utiliser une autre méthode qui est très intéressante également. C'est la méthode remove. Voilà. Et à l'intérieur, on ne met pas l'index, mais on met le contenu, l'information. Par exemple, je vais mettre max. Et ça va supprimer max, regardez. Alors j'ai bien sauvegardé. Excusez-moi, hop, voilà. Et vous voyez, max a été supprimé. Donc les deux méthodes sont très intéressantes, hein, .pop ou .remove. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux, qui est la plus pratique par rapport à votre propre code. Il est également possible, eh bien, de trier notre tableau grâce à la méthode sort. Voilà, alors je mets rien à l'intérieur. C'est une méthode sans paramètres. Je sauvegarde. Et là, vous voyez, il a modifié le tableau. Donc Bob est toujours premier, puisqu'il commence par un B. Mais ensuite, c'est Kim, alors qu'il était en dernier à la base, Luc et Max. Donc il va trier par ordre croissant une liste. Et on peut le faire par ordre décroissant. Pour cela, il faut ajouter une variable, reverse, égale true. Vous faites ça, et ça trie par ordre décroissant. Vous voyez, c'est l'inverse de là. Nous allons maintenant modifier le tableau, et je vais mettre max plusieurs fois. Donc là, vous voyez, dans notre tableau, il est 3 fois. Est-ce qu'il est possible de compter le nombre d'éléments que possède une liste? Oui, c'est possible grâce à la méthode count. Voilà. Et je vais mettre à l'intérieur ce qu'il faut compter. Nous, c'est max. Très bien. Par contre, il va renvoyer l'information, donc il faut l'insérer dans une variable. Ici, si je laisse comme ça, rien ne va changer. Vous voyez, on retrouve notre tableau. Donc je vais utiliser la variable compter, égale, et je vais afficher cette variable. Et normalement, voilà, 3 devrait apparaître, et c'est normal, hein, puisqu'il y a 3 fois max. Donc c'est bien, c'est logique, hein, ça fonctionne bien. Maintenant, comment faire pour récupérer l'index? Je vais effacer les deux max. Récupérer l'index d'une information, d'un élément. Eh bien, il suffit d'utiliser
index, la méthode index. Là, j'ai mis max, donc ici je vais changer la variable juste pour la forme, j'aurais pu laisser compter, hein, même si c'est pas très clair, mais ça aurait fonctionné. Je lance le programme et c'est marqué 2. Et c'est vrai, 0, 1, 2, max, eh bien, à l'index 2. Si je mets Bob, qu'est-ce qui va apparaître? 0, parce que Bob est à l'index 0. Donc c'est très clair, c'est très bien. Nous allons maintenant parler des tuples. Alors qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Les tuples sont comme des listes. La seule différence, c'est qu'ils sont immuables. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, les tuples sont une liste qu'on ne pourra jamais modifier. Quel est l'intérêt? Eh bien, lorsque l'on doit utiliser une liste qui n'est jamais modifiée, il vaut mieux utiliser des tuples. Pourquoi? Eh bien, ça permet de créer un code beaucoup plus performant. Comment créer un tuple? C'est très simple, il faut utiliser une variable. On va par exemple créer un tuple de nombres avec un S. Et à l'intérieur, on met 1, 2, 3, 4, 5. On met pas de crochets. Les crochets, c'est pourquoi? C'est pour les listes. Mais là, on veut créer un tuple. Donc lorsque l'on met des nombres, ça peut être aussi des chaînes de caractères ou autre chose sans crochet, automatiquement, Python sait que c'est un tuple. Une autre façon de les créer, on va mettre des villes, c'est utiliser des parenthèses. Et ensuite, je vais mettre des villes Paris, virgule, donc là, c'est plus des chiffres, mais des chaînes de caractères. Donc ça marche aussi. Lyon, Marseille. Voilà, donc on a créé deux tuples. Ville et nombre. Et on l'a créé de deux façons différentes. On va afficher ensemble ces deux variables et on va découvrir ce qu'elles vont afficher. Donc voilà, il y a des parenthèses, donc c'est deux tuples. Il n'y a pas de crochet, ce sont des parenthèses, donc Python sait que ce sont deux tuples. Et vous avez vu, on peut les créer de différentes façons, avec des parenthèses, ce qui est logique, mais également sans parenthèses, automatiquement, voilà, Python sait que ce sont deux tuples. Et découvrons la principale différence, on a dit qu'on ne pouvait pas les modifier. Je vais essayer de modifier nombre en utilisant la méthode des listes, vous savez, avec l'index, et je vais mettre par exemple 5. Ok, alors, ouais, il y a un S, très bien. Je lance mon programme, et là on me dit, ouh là là, c'est un tuple, vous voyez? C'est un tuple, et donc je ne peux pas assigner un nouvel élément, ou un élément. Je ne peux pas non plus le modifier. Il y a une erreur, ça va pas. Parce qu'un tuple ne peut pas être modifié. Donc je vais supprimer, puisque ce n'est pas possible. Il est cependant possible d'utiliser deux méthodes qui nous sont utiles pour les tuples. La méthode count, que l'on connaît, qui permet de compter le nombre de fois qu'une valeur apparaît. Donc on va tester. Je vais utiliser nombre.count, deux points, et je vais... voilà, le 3. OK? Ici, je vais mettre un commentaire. Donc, pour mettre un commentaire, il faut utiliser le dièse. Et là, on me renvoie 1, parce qu'il n'y a qu'un seul 3. Le principe est le même hein, qu'avec les listes, hein, count contre le nombre d'éléments. Je peux en ajouter. Alors, je vais en ajouter correctement. Je vais mettre un 3 ici. Et un autre 3. Voilà, je vais lancer le programme, et là on me dit qu'il y a 4 3. Quelque chose d'autre de très pratique, une autre méthode, dont je vais utiliser pour le tupleville, point, c'est la méthode index, qui permet de découvrir l'index d'un élément, comme les listes. Je vais mettre Lyon par exemple. Et on va m'afficher le bon index. Vous voyez, donc 4, c'est pas l'index, hein, 4 correspond à cette ligne. Et il y a 4 3, ça change pas. Mais Lyon est dans l'index numéro 1, ici 1, 0, 1. C'est cohérent, ça fonctionne bien.
Quand on est débutant, on pourrait se demander, mais quelle est vraiment la différence? Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'utiliser que des listes et pourquoi se compliquer avec des tuples? C'est vrai, on pourrait se poser cette question et de manière générale, si vous utilisez une liste au lieu des tuples, ça fonctionnera très bien, aucun souci, hein. Mais l'avantage des tuples, c'est d'optimiser notre code, car cela permet, eh bien, de gérer au mieux notre mémoire. Car les tuples, en termes de ressources mémoire, sont plus avantageux, plus légers que les listes. C'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser des tuples lorsque l'on crée une liste, entre guillemets, hein, une liste qui n'est pas modifiable, ou qui n'a pas besoin d'être modifiée. C'est très bien, on a bien avancé. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de d'autres structures de données.